Bonsoir et bienvenue dans ce club de 28 minutes avec essayistes, journalistes et dessinatrices pour analyser et débattre dans la bonne humeur de l'actualité. Nous allons bien sûr revenir sur la situation politique en France après cette semaine sans dessus-dessous qui met en rage les oppositions contre Emmanuel Macron. On a l'impression que plus il est seul, plus il se rigidifie sur sa position initiale. Et si je vous dis que je suis très inquiète, c'est que j'estime que tout ça va très mal se terminer. Alors à quoi joue le président de la République? Quelles sont encore les issues possibles? On en débattra ensemble. Frédéric Pommier viendra, lui, nous raconter son histoire de la semaine. Ce soir, le témoignage à la barre de la mère de Cédric Jubilard en forme de mea culpa. Et puis ce soir, on vous emmène dans l'appartement du futur, sobre et durable. Grâce à notre invité de la semaine, vous verrez, Corentin de Châtel-Perron, c'est son nom. Il a aménagé un 28 mètres carrés éphémère où la douche sert en même temps à cultiver des champignons et promis, rien d'hallucinogène, vous verrez. Sans oublier la chronique Intello Foutraque de notre ami David Castello-Lopez. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Et je vous présente mes deux complices de ce soir. Valérie Brochard, bonsoir. Marjorie Adelson, bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir à nos trois clubistes. Bienvenue à vous, Catherine Tricot. Bonsoir. Vous êtes directrice de la revue Regard, dont on voit le dernier numéro apparaître à l'écran. À vos côtés, Antoine Bueno, essayiste. Bonsoir à vous. Bonsoir, Benjamin. Vous êtes également conseiller technique développement durable et prospective au Sénat. Et à vos côtés, cher Richard Verly, bonsoir à vous. Bonsoir, Benjamin. Correspondant à Paris du quotidien suisse Blick.fr. Et ça sort la semaine prochaine, votre nouveau livre, Cette Amérique qui nous déteste, aux éditions Nevikata. Et au pupitre ce soir, pour illustrer l'émission, Marie Morel. Bonsoir Marie. Bonsoir. Dessinatrice de presse. Valérie, première actualité. D'abord, un nouveau tour de vis autoritaire de Donald Trump aux États-Unis. Oui, le président des États-Unis envoie la garde nationale à Chicago qui manifeste contre la police de l'immigration. Il demande que le maire de la ville soit envoyé en prison et agite même l'Insurrection Act pour déclarer l'état d'urgence en Illinois. Richard Verly, vous qui avez travaillé sur les États-Unis justement pour votre prochain livre, comment vous regardez ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce qu'on fait face à une dérive autoritaire? On fait face surtout à une logique de provocation de Donald Trump. Donald Trump a décidé d'aller le plus loin possible dans les villes démocrates qu'il considère comme étant son premier ennemi politique, parce que de facto, c'est là où sont les réservoirs de voix démocrates, et il veut absolument mettre en faute, pousser à la faute, soit les gouverneurs, soit les maires de ces villes. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, tous font très attention, justement, parce que l'objectif de Trump, c'est de les prendre en quelque sorte en flagrant délit. Imaginez qu'un bâtiment des services de la migration soit pris d'assaut, comme ça a été un peu le cas à Portland, en Oregon. C'est le prétexte qu'il attend pour dire ces démocrates ne sont plus légitimes. Et ça, c'est très grave. Catherine Tricot, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Démocratie illibérale? Qu'est-ce que vous dites? À l'image de ce qui se passe en Hongrie? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la démocratie américaine est très fragile. C'est-à-dire qu'en fait, on croyait qu'elle avait beaucoup de contre-pouvoirs et de forces, notamment dans les contre-pouvoirs dans les mairies, les villes, les États, mais aussi avec les juges, avec la presse, avec les universités, et que c'est tout ça qui est en train de se déliter, de s'affaisser. C'est extrêmement inquiétant et je pense que ça devrait nous faire réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir immense d'un président peut conduire à des choses totalement catastrophiques, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Oui, enfin là, quand même, non, vous ne faites pas le parallèle avec la France, Catherine Tricot. Pas immédiatement. Ouais. Pas immédiatement, mais ce que je veux dire, c'est que le pouvoir dans les mains de quelqu'un qui voudrait détruire l'état de droit et la démocratie, en France, on a il y a trop de pouvoirs qui sont mis dans les mains d'un seul homme ou une seule femme. Donc vous parlez plutôt de la présidentialisation du régime. Oui, et du coup, des fragilités que cela occasionne à l'état de droit et à la démocratie. On va rester aux États-Unis. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour revenir à Donald Trump, il s'en est pris spécifiquement à une organisation antifasciste. Il a même été soutenu dans sa démarche par sa très fidèle procureure générale des États-Unis. Écoutez. Antifa is a domestic left-wing terrorist organization. It's breaking down the organization brick by brick. Just like we did with cartels, we're going to take the same approach, President Trump, with Antifa. Destroy the entire organization from top to bottom. Antoine Bueno, le sénateur démocrate Chuck Schumer a déclaré cette semaine « Voilà à quoi ressemble la tyrannie ». Est-ce qu'il a raison ? Je pense qu'il faut être très prudent parce qu'il n'y a pas noir et blanc.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui est soit, si ça existe une vraie dictature, ça existe des vraies dictatures, et puis des démocraties qui sont vraiment des démocraties bien implantées, mais entre les deux, il y a plein de choses. D'ailleurs, il y a des index chaque année, des index démocratiques qui notent en quelque sorte les démocraties. Et donc, ce qui a été dit est très vrai, il y a très clairement une dérive. En revanche, sur d'autres plateaux, peut-être même d'autres chaînes, parfois on qualifie l'Amérique trumpienne de fasciste. Et là, on va trop loin pour vous. Il me semble, parce que fasciste, c'est très très fort, et puis ça désigne un régime politique qui est quand même bien spécifique. Et moi, je crois surtout qu'on va s'apercevoir, et là je ne suis pas d'accord, que la démocratie américaine, elle est encore très forte. Il y a beaucoup des décrets de Donald Trump qui ont été bloqués. Oui. Par des juges américains. Il a essayé, parce qu'on est dans un contexte, c'est ça qui est très important à rappeler, c'est celui des midterms, c'est-à-dire les élections de mi-mandat, qui sont toujours, depuis que la démocratie américaine existe, je parle sous votre contrôle, défavorables au président en place, et c'est ça qu'essaye de manipuler Donald Trump. Et s'il y arrivait, là oui, on pourrait dire que la dérive est très inquiétante. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais justement, en parlant des contre-pouvoirs, Richard Verly, l'un d'entre eux, c'est notamment la justice et la Cour suprême qui est quand même pro-Donald Trump. Est-ce qu'aujourd'hui, ces contre-pouvoirs, ils sont toujours efficaces ? Alors, la Cour suprême, elle a donné quand même un certain nombre de décisions tout à fait favorables à Donald Trump, notamment dans le domaine de l'arrestation et la déportation des migrants. Elle a validé l'approche clairement autoritaire de Donald Trump. Il faut reconnaître qu'il avait été élu sur cette promesse aussi. Donc, il n'y a pas eu de tromperie. Là où, effectivement, ça va, à mon avis, poser un problème, c'est si ces provocations, parce que je répète que c'est sa stratégie, conduisent à des affrontements. À ce moment-là, eh bien, très probablement, Donald Trump jouera l'ordre, jouera l'autorité de l'État, et on sait que la Cour suprême, composée majoritairement de juges républicains, dont plusieurs nommés par lui, c'est un argument auquel elle est très sensible. Au fond, c'est ce qu'il veut. Il veut se trouver garant de l'ordre pour se faire valider par la Cour suprême américaine. Alors, Catherine Tricot, vous parliez de dérive. Pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, nous, pays la France, est-ce qu'on convoque par exemple l'ambassadeur américain pour lui dire voilà, ça ne va pas, on manifeste officiellement notre réprobation? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Alors, je ne sais pas quelles sont les formes exactes, vous me prenez un peu de cours. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas tellement aimé la manière dont on s'est comporté avec Donald Trump cet été en Écosse. C'est-à-dire que je n'apprécie pas beaucoup que les autorités européennes, par exemple, viennent faire leur... presque allégeance. Allégeance, voilà, allégeance. Et je remarque, par exemple, à propos du plan, on va en reparler tout à l'heure, du plan sur Gaza, tous les chefs d'État ont dit « Merci Donald Trump, merci mon bon maître », etc. Il y a quelque chose qui est... On rentre dans son jeu, c'est-à-dire qu'il est un homme qui veut qu'on le flatte et tout le monde joue avec ça parce que tout le monde a la trouille. Ce qui est contre-productif. C'est sans doute contre-productif, mais en tout cas, ça alimente sa toute-puissance, ça alimente son hubris et je crois que ça ne nous met pas dans une bonne situation. Alors, Marie Morel, ça vous a inspiré un dessin, bien sûr, avec des portraits au mur. Oui, tout à fait. La nouvelle saison est lancée et malheureusement, elle est encore plus sombre que les précédentes. The Apprentice, qui était donc le nom de l'émission qu'animait en son temps Donald Trump quand il était animateur télé. Merci Marie. C'est l'heure de la une internationale et c'est celle du quotidien israélien Haaretz avec la photo d'une mère d'un otage du Hamas et ce titre. Après 734 jours de guerre, Israël et le Hamas acceptent l'accord de cessez-le-feu à Gaza proposé justement par Trump. Un plan de paix accepté par les deux parties qui prévoit dans un premier temps la libération des otages contre la libération de centaines de prisonniers palestiniens. La première étape d'un processus en 20 points qui prévoit aussi le retrait progressif des troupes israéliennes de Gaza qui a commencé et la démilitarisation du mouvement islamiste. Antoine Bueno, les choses sont-elles bien engagées? Est-ce que c'est un aller sans retour vers la paix pour vous? Moi, je ne peux plus y croire vraiment. Ah bon? Oui, je vois que heureusement les principaux intéressés y croient et ça fait quand même du bien à tout le monde. Mais je vais vous dire très franchement, j'ai cru, alors je suis peut-être extrêmement naïf, au processus de paix de janvier dernier, de janvier 2025. Je pensais que c'était réglé. Alors là, évidemment, je ne veux plus avoir cette attitude. J'espère, évidemment. Même si c'est un plan de paix plus élaboré, en 20 points, avec des étapes... Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Avec les partenariats des pays arabes. Il y a des pressions internationales. On parlait de Donald Trump, évidemment. Mais même les choses les plus simples dans ce plan vont être en réalité potentiellement très compliquées. Le terrain est tellement miné que chaque chose, par exemple,
tous les otages doivent être libérés. Mais tous les otages ne sont pas aux mains du Hamas. Donc, par exemple, le djihad islamique, qui est une dissidence et qui détient des otages, je n'ai pas l'information, peut-être que vous l'avez. Est-ce qu'il va jouer le jeu? C'est un exemple, mais tout est miné. Richard Verly, est-ce que vous êtes aussi pessimiste ou quand même on peut voir à travers ce plan de paix élaboré par Donald Trump et ses 20 points une première étape vers une paix possible, envisagée, envisageable? Pour moi, le premier jour décisif qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est le lendemain de la libération des otages, en espérant qu'elle ait lieu. Ouais. Ça doit être là, d'ici quelques jours. Si elle a lieu, c'est-à-dire si les otages sont regroupés, les otages vivants et les dépouilles de ceux qui malheureusement sont morts, à ce moment-là, le Hamas n'aura plus de bouclier. Puisque, disons-le, évidemment, les otages étaient le bouclier du Hamas. Plus de monnaie non plus. Donc, toute la survie du mouvement, ce n'est pas que j'appelle à sa survie, je dis simplement factuellement, la survie de ce mouvement dépendra entièrement de la promesse et de la garantie de Donald Trump. Parce qu'on sait que ce que veut Benjamin Netanyahou, il l'a toujours dit, c'est éradiquer le Hamas. Ça fait même partie des plans du plan de paix. Si les combats ne reprennent pas, à ce moment-là, si le cessez-le-feu perdure et qu'une exfiltration, que j'ai de la peine à visualiser, des combattants du Hamas se met en place, on pourra commencer à y croire. Mais tant qu'on n'en est pas là, on ne peut que douter, ce qui ne veut pas dire ne pas se féliciter. Sauf, Catherine Tricot, que Trump a réussi à tordre le bras à Netanyahou, donc il peut encore le faire si jamais ce plan n'est pas appliqué comme c'est prévu. Alors, il lui a tordu le bras jusqu'à... À lui comme au Hamas, d'ailleurs. Il a tordu le bras jusqu'à certaines limites. Cet après-midi, on a eu la liste des prisonniers politiques palestiniens qui vont être libérés, et dedans, par exemple, Marwan Barghouti ne fait pas partie. Rappelez-nous qui il est. Alors, Marwan Barghouti, un des leaders du mouvement c'est un leader palestinien qui est en prison depuis 2004 et qui, pour les Palestiniens, est leur Mandela, on veut dire. C'est-à-dire, c'est un homme d'État qui veut une solution politique, qui veut que la guerre cesse et qui veut qu'on se mette autour d'une table pour trouver une solution. Il est emprisonné depuis 2004 dans une prison israélienne et Benjamin Netanyahou refuse de le libérer parce qu'en fait, il ne veut pas de solution politique au conflit. Et le fait qu'on n'ait pas imposé sa libération ne me donne pas beaucoup d'espoir. Bon. On verra ça. On va espérer que ça marche. On restera vigilant, bien sûr, dans cette émission. Pour en parler, un dessin, Marie Morel, s'il vous plaît. Ce dessin m'a été inspiré un peu de ce qui s'est passé, quoi. Et voilà, donc je me suis imaginé comment est-ce qu'ils allaient signer le plan Trump. Et après ça, une bonne poignée de main. Avec beaucoup de victimes. Merci, Marie, pour ce dessin. Votre duel de la semaine, Valérie, nous emmène dans le Tarn-et-Garonne. Un scrutin législatif tout sauf anodin. Oui, et pourtant, mon cher Benjamin, sur l'affiche, pas de star, ni de poids lourd de la politique, ni même du Parlement, mais deux candidats méconnus du grand public. À gauche, c'est la socialiste Cathy Bourdoncle, et à sa droite, on trouve Pierre-Henri Carbonel, candidat du parti d'Éric Ciotti, l'UDR, pour Union des droites républicaines, un parti soutenu et réciproquement par le Rassemblement national. Pas de quoi en faire un duel au sommet, me direz-vous? Eh bien si, Benjamin, parce que ces deux opposants ont trouvé cette semaine de bien plus célèbres bretteurs pour animer la bataille dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne. Je vous explique tout. Après l'invalidation par le Conseil constitutionnel de l'élection de la députée sortante Brigitte Barège, elle aussi UDR, eh bien un premier tour de l'élection législative partielle était donc organisé dimanche dernier pour la remplacer. 10 candidats, 2 qualifiés, l'UDR Pierre-Henri Carbonel avec 29,5% des voix et la socialiste Cathy Bourdoncle avec un score de 24,3%. Au pied du podium, le candidat Les Républicains se voit donc exclu du second tour avec seulement 17,6% des voix. Une élection qui ne va pas changer la face de l'hémicycle a priori, sauf que le président des Républicains s'est penché sur ce scrutin et il a même donné une consigne de vote pour le second tour qui aura lieu dimanche prochain. Écoutez. Pas une voix pour la gauche. Ensuite, donc vous appelez les électeurs, à voter pour... Non, les électeurs se déterminent. Non, les électeurs, je dirais, voilà, pas une voix pour la gauche. Ah oui, Bruno Retailleau n'a donc pas appelé à faire barrage à l'UDR, soutenu par le Rassemblement national. Pour le président du groupe socialiste au Sénat, le ministre de l'Intérieur démissionnaire signe alors la fin du Front républicain. M. Retailleau a pris une position indigne. Je dis bien indigne. Mettre au même niveau une candidate socialiste qu'un candidat d'extrême droite et en refusant un front républicain qui permettrait à cette candidate d'être élue dans cette circonscription, c'est vraiment une première. C'est un dégagement de M. Retailleau qui prépare peut-être une union des droites et de l'extrême droite.
Visionnaire, Patrick Kanner, peut-être à en croire la sénatrice Les Républicains Sophie Primas, ancienne porte-parole du gouvernement, qui déclarait un peu plus tard dans la même journée que pour former la prochaine équipe gouvernementale, un compromis avec le Rassemblement national était envisageable. S'il y a un contrat de gouvernement avec des idées et des mesures qui ne sont pas orthogonales à nos convictions, eh bien, travaillons ensemble. Nous n'avons pas que des désaccords avec le Rassemblement national. Oui, mais une position ravalée dès le lendemain sur X, je la cite, « De tout temps, opposé à l'union des droites, je n'ai jamais changé de position. L'esprit de mon propos était indiqué qu'à ce moment épineux de notre vie politique, nous avons un impératif besoin de trouver une voie pour donner un budget à la France, mais malgré ce rétro-pédalage, pour le premier secrétaire du Parti socialiste, tout est clair. Les Républicains n'ont jamais autant usurpé leur nom. La fusion entre la droite et l'extrême droite est entamée. » Antoine Bueno, est-ce qu'il a raison, Olivier Faure ? Moi, il y a une chose qui m'a troublé et qui me semble fondamentale, c'est que je crois savoir que la candidate socialiste n'est pas soutenue par LFI. Absolument. Elle n'a pas été soutenue par LFI qui avait positionné un concurrent, un candidat. Et ça, je dirais que ça change tout. Eh oui. Eh oui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a peut-être une inflexion, parce que quand il s'agissait de mettre dos à dos les extrêmes, extrême droite, extrême gauche, c'est une attitude, disons, qui aurait pu tout à fait, dans le cadre, l'ancien logiciel, si vous me passez cette expression, se comprendre. Là, à partir du moment où on n'a pas d'opposition ou de menace d'extrême gauche, parce que LFI serait derrière, oui. Donc la fusion est en marche, c'est ça? C'est quoi? Vous dites la fusion est en marche? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce qu'on surinterprète pas quelque chose qui est un épiphénomène, ou est-ce que c'est vraiment déjà un indice, un signal faible que quelque chose est en train de changer? Je ne peux pas vous le dire. Catherine Tricot. En même temps, il n'appelle pas expressément Bruno Retailleau à voter pour le candidat ciotiste. On n'a pas beaucoup de temps, mais je veux dire deux choses. C'est que je pense que de mettre la LFI en dehors de la République est absolument scandaleux. Et c'est ce qu'a fait le Premier ministre. Le Cornu, il n'était plus Premier ministre, mais c'est ce qu'il a dit mercredi soir, c'est ce qui s'est reproduit également aujourd'hui, et Retailleau ne cesse de le dire, c'est-à-dire de dire que LFI est en dehors de la République, ça me paraît très très choquant, et du coup, par contamination, c'est toute la gauche qui devient en dehors de la République pour Bruno Retailleau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Retailleau ne cesse de dire qu'il y a une solution, c'est une solution d'union nationale sur les thèmes qui nous sont communs, c'est-à-dire l'immigration, c'est-à-dire l'assistanat, c'est-à-dire, je ne sais plus le troisième thème, enfin bref, les thèmes chers. Sécurité, merci. Oui. Les thèmes qui sont au cœur du logiciel de l'extrême droite. Donc je pense que Retailleau est en train politiquement de préparer le rapprochement. Pas la fusion, mais le rapprochement avec l'extrême droite. Marie Morel, un dessin, ça vous inspire un dessin, bien sûr. Et oui, pas d'alliance avec Retailleau. C'est pas ses idées le problème, c'est ce qui dégage. Et bizarrement, avec Ciotti, ça va mieux, c'est peut-être la coupe de cheveux. Merci Marie. On va continuer à parler politique pour notre deuxième dossier d'actualité de la semaine. Et parce qu'en effet, on est toujours dans l'attente du Premier ministre, Valérie. Toujours pas de nom, personne. Pas de fumée blanche. Exactement, on ne connaît toujours pas l'identité du prochain Premier ministre Benjamin. Mais du coup, cher Verly, à quoi joue Emmanuel Macron ? C'est inquiétant. C'est inquiétant à tout point de vue. Et je peux vous dire que ça inquiète les... Oui, mais... presque inquiet. Non, tout à fait inquiet, pas presque. Et ça inquiète les partenaires européens de la France. Moi, je peux vous dire que j'ai parlé à des collègues correspondants allemands aujourd'hui. À Berlin, on s'inquiète vraiment. Pas seulement sur le fond, c'est-à-dire l'instabilité qui s'est installée au sommet de l'État et un sentiment de fébrilité, mais aussi sur la forme. Je vais vous citer un exemple. Cette réunion des partis politiques qui a eu lieu aujourd'hui même, qui a été convoquée après 2h du matin, mais c'est impensable dans plein de pays européens. C'est pas comme ça qu'on gouverne. Donc il y a ce sentiment qu'Emmanuel Macron est dans une fuite en avant, tout en répétant qu'il cherche le compromis, mais le compromis, c'est pas comme ça qu'on l'obtient. Tous les pays qui ont l'habitude d'en forger ne font pas comme ça. Mais Antoine Monod, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des partis? Alors, il y a celle certainement du président de la République, mais le compromis, ça se fait avec des partis. Et il a appelé à la responsabilité de ces partis qui disent non, on ne veut pas pour l'instant gouverner avec le cadre que vous nous proposez. Chacun est dans une posture de laquelle il est très difficile de sortir. Le seul socle, compte tenu de la composition actuelle de l'Assemblée nationale, le seul socle de gouvernement possible, c'est le centre, plus les socialistes, plus les LR.
En dehors, il n'y a pas de majorité qui existe. Mais comme vous avez des sujets extrêmement clivants, extrêmement bloquants, à commencer par la réforme des retraites ou la taxe Zuckman, la taxation des hauts revenus ou des hauts patrimoines, et qu'on est dans une crispation de postures politiques, alors est-ce qu'il faut... Je pense que c'est les institutions là qui touchent. Ah, carrément. Alors, moi, c'est mon sentiment. Et je vais vous dire... Bon, je suis un peu embarrassé, parce que quand on vient à la télé, on est censé dire quelque chose. Et là, je dis rien. Non. Et non, si. Ouais. Et en fait, c'est le citoyen qui parle. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Ouais. Je vous le dis très franchement, je sais qu'ils ont... vous traduisez l'inquiétude des Français, en tous les cas. Je ne comprends plus ce qui se passe, parce qu'on n'est même plus dans un cadre politique habituel, dans un cadre même constitutionnel. On n'y est plus exactement. Je ne vois aucune véritable porte de sortie. Donc, je vous le dis simplement. Une forme de sidération que vous traduisez. Moi, je ne comprends plus où on en est, vraiment. Oui, et on parlait justement de cette réunion qui avait lieu cet après-midi à l'Élysée. Bien, le premier secrétaire du Parti socialiste s'est montré très déçu en sortant du bureau du président de la République et menaçait à nouveau de censurer le futur gouvernement. Écoutez. Si le changement de cap n'est pas au rendez-vous, s'il n'y a pas de possibilité pour le Parlement de s'exprimer librement, donc pas de 49.3, si tous les sujets ne sont pas sur la table, suspension de la réforme des retraites, alors nous censurerons immédiatement. Censure immédiate, comment vous voyez la suite, Catherine Tricot ? Je pense que ce n'est pas une posture. Je pense que c'est une conviction. C'est pas un procès d'intention. Non, c'est pas un procès d'intention. Les socialistes ont été élus dans le cadre du nouveau Front populaire avec un certain nombre d'engagements. L'abrogation de la réforme des retraites et à minima sa suspension, ça faisait non seulement partie de leurs engagements politiques, mais on peut même dire que ça fait partie du socle de la gauche et des combats qui se sont menés depuis 2-3 ans dans la rue, au Parlement, etc. Donc c'est normal qu'ils fassent ça. S'ils ne font pas ça, alors ils sont des magouilleurs. Je veux dire, mais oui, je veux dire, et moi, ce qui me choque beaucoup dans votre perplexité, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'on a l'impression que les gens discutent dans les secrets, ce qu'a dit d'ailleurs Le Cornu mercredi soir. Il a dit dans le secret des conversations et des échanges. Mais il n'y a pas d'échange secret à avoir. La politique, ça nous concerne. C'est l'entre-soi politique. Et moi, je ne comprends pas qu'on propose une chose comme ça. Et en revanche, ce que je crois, c'est que le blocage, il est très profond. Et il est très profond, pas pour des problèmes de posture, c'est parce qu'il n'y a pas eu de débat politique en France depuis 2017 véritablement organisé. L'élection de 2022 a été abîmée. Et donc, il faut qu'on ait le temps d'un débat profond. Justement, Richard Verly, est-ce que l'une des solutions ne serait pas une présidentielle anticipée ? C'est d'ailleurs ce que propose Édouard Philippe. Moi, sur cette question du retour aux urnes, quelle que soit sa forme, la dissolution de l'Assemblée nationale ou l'élection présidentielle anticipée, je pense que le retour au peuple est justifié, dans les deux cas. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne fait pas pour éviter la dissolution. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne fait pas un certain nombre de choses pour éviter de redonner la parole au peuple. Alors par contre, la présidentielle anticipée, elle a un vrai danger, il faut le reconnaître, c'est la fragilisation des institutions, parce que ce qu'Emmanuel Macron aura fait deviendra une jurisprudence pour la suite. Donc ça, c'est très inquiétant, mais globalement, revenir vers le peuple, c'est quand même le b.a.-ba de la démocratie. Je voudrais juste très rapidement souligner un paradoxe actuel, c'est que nous avons aujourd'hui un très beau débat démocratique. C'est-à-dire que le fait que les institutions démocratiques soient bloquées suscite quelque chose qui est vraiment démocratique. On parle des sujets aujourd'hui. Oui, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut revenir vers le peuple et donner autant au débat démocratique de se déployer. Donc, il ne peut pas y avoir de démission immédiate, parce que dans la Constitution, c'est entre 20 et 30 jours les élections. Ça, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est annoncer, par exemple, on fera élection présidentielle au mois de mai. C'est dit. On verra ce qui se passe. Marie Morel, qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, avec vos feutres ? Colle ici. J'en ai marre de changer. C'est un album Panini, en fait. D'apprendre des nouvelles têtes tous les 2 jours, donc ça me saoule. Donc je fais grève, je fais un template pour les premiers ministres avec quelques casseroles au cul. Ouais. Voilà. Et, ça c'est pour Antoine Bueno. Voilà. Et sinon, Macron a enfin mis tout le monde d'accord. On en a marre. Merci beaucoup, Marie. Place à votre point com de la semaine, chère Marjorie. Le steak végétal est en passe d'être interdit en Europe. On passe à un tout autre sujet. Oui, mais c'est une interdiction de vocabulaire. Ce mercredi, le Parlement
Parlement européen a soutenu à 355 voix contre 247 l'interdiction de ces appellations qui utilisent les termes de la viande pour nommer des produits végétaux. Exit donc les burgers veggie, jambon vegan, boulettes ou autres saucisses de soja. Alors, le texte doit encore être négocié avec les 27 et la Commission, mais certains avaient pris le sujet à cœur depuis longtemps, comme par exemple cette députée RN qui livre une véritable croisade contre les écolos. Regardez. On stoppe enfin cette mascarade des écologistes de salon. Face à une transition alimentaire que veulent nous imposer les Khmers verts, déconnectés de nos campagnes et de la réalité des éleveurs, nous imposer leur modèle, je dis non. Voilà, elle ne mâche pas ses mots. Alors, ces dernières années, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs se sont lancés dans des offensives pro-steak en se moquant aussi des écolos. Ils y vantent une consommation excessive de la viande qui permettrait, selon eux, de maigrir et de réduire les maladies. Certains s'attaquent même à des steaks crus, vous le voyez, qui ne sont donc même pas assaisonnés. Edith, c'est une députée de droite française qui est à l'origine du texte voté au Parlement européen. Oui, Céline Imar, qui a salué d'ailleurs une victoire sur les réseaux sociaux pour les agriculteurs et plus de transparence pour les consommateurs. Mais les consommateurs, justement, seraient-ils pris pour des jambons? Et bien sur les réseaux sociaux, cette question, eh bien, elle agite. Les végétariens ne veulent pas de viande. Pourquoi donc adopter les mêmes termes, nous dit ce tweetos. Mince, je pensais acheter une côte de bœuf et c'est en fait un steak de tofu. Ça n'arrive jamais, nulle part, nous dit Tazociline. Alors d'autres sont vraiment moins ironiques et dénoncent une forme d'obsession identitaire de la droite pour la viande. L'existence d'un burger végé n'empêche personne d'acheter du bœuf, affirme cet internaute. Alors officiellement, la mesure serait prise notamment pour protéger les agriculteurs. En parallèle, le marché des produits de substitution, vous le savez, n'a cessé d'augmenter. Mais pour beaucoup, eh bien, il s'agit d'un non-sens total, notamment du point de vue du vocabulaire. Cet internaute, par exemple, rappelle qu'il n'existe bien des fraises tagada, qui ne sont pas des fraises, du fromage de tête ou encore des souris d'agneau, où il n'y a évidemment pas de souris, sauf si le restaurant est douteux niveau hygiène. Alors perturbés, certains se demandent donc, même si l'on peut toujours parler de boudin de porte. Ah, ça, c'est une question. Mais autre problème, une vraie question, autre problème soulevé par les réseaux, le choix des nouveaux termes, des nouveaux mots, justement. Ben oui. Pourquoi, en fait, faudrait-il remplacer les steaks, saucisses et autres boulettes? Surtout que, attention, il ne faut vexer personne. Je veux bien dire galette végétale, mais les lobbies de la galette bretonne et la galette des rois vont se réveiller, dit par exemple cet internaute. Alors d'autres estiment qu'il faut élargir aussi cette problématique aux produits laitiers. Il n'y a pas de lait dans le lait démaquillant, nous dit cet internaute. Vite, il faut l'interdire. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect un petit peu amusant, mais on le voit quand même en France, c'est vraiment un dossier qui passionne. D'ailleurs, des décrets interdisant cette appellation avaient déjà été pris en France avant d'être annulés par le Conseil d'État. Richard Bueno, est-ce que cette mesure, elle a un sens? Antoine, pardon. Vous êtes à mélangé vegan et... Moi, j'attends avec impatience de me donner la parole. Parce que... Je vous donne la parole tout de suite. Je trouve ça très grave et pas du tout anecdotique. Alors oui, évidemment. Antoine Bueno, justement, est-ce que c'est un petit peu un écran de fumée, comme l'a dit une députée écolo néerlandaise, ou c'est juste... ou est-ce que... non, c'est très grave. Il faut pas ça fait partie de ce qu'on appelle le backlash écolo, c'est-à-dire la régression environnementale généralisée. C'est hyper grave parce que le vocabulaire permet de bien comprendre qu'on offre des alternatives à la viande. Et ça c'est extrêmement important. Et oui, réduire sa consommation de viande, et particulièrement de viande rouge, ça c'est un geste écolo individuel qui n'est pas neutre, qui a un impact véritablement. Vous avez... Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais rapidement. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut comprendre, comme c'est le cas dans d'autres domaines, que les éleveurs, les producteurs de viande, tiennent à défendre certaines appellations qui caractérisent leurs produits. Après, il faut s'entendre sur ces appellations, mais après tout, à ce moment-là, tout le monde va se mettre à faire du champagne. On vous laissera dîner ensemble. On verra, vous trouverez. On ne mélange pas les serviettes et les torchons pour Richard Verlier. Et pour vous, alors, Marie Morel? Le sens des priorités, on l'a ou on l'a pas. Pendant que l'UE légifère sur le steak végétal, on attend toujours des sanctions contre le génocide à Gaza. Merci Marie. Et c'est le moment des photos de la semaine, chers clubistes, celle que vous avez choisie pour illustrer une autre actualité qui vous a marqué. Et on commence avec vous, Catherine Tricot, sur cette histoire tragique. Oui, c'est l'histoire d'un jeune homme que je trouve vraiment beau comme un dieu,
Tout à l'heure, on se disait en effet qu'il ressemblait, il nous évoquait Carl Lewis. Et il s'appelait Mamadou Garanké Diallo. Il était arrivé en France en 2019. Il avait appris à devenir boucher et il s'était installé en Seine-Maritime. Il est parti, il a voulu partir en Angleterre et il s'est noyé. Il fait rejoindre les 90 autres personnes qui sont mortes dans la Manche cette année en espérant rejoindre l'Angleterre. Et cette semaine, on a panthéonisé Robert Badinter, qui, je sais qu'on va en parler, mais en fait, moi, je me suis dit, cet homme, c'était un humaniste qui considérait qu'une vie vaut une vie. Et le fait qu'on s'habitue à ce que des hommes ou des femmes ou des enfants, enfin, meurent pour gagner un pays et que ça ne nous touche plus, ne nous révolte plus, je pense qu'il y a quelque chose de notre humanisme qui s'effondre. Merci Catherine pour cette évocation. Vous, Richard Verlier, avec vous, on part en Syrie. Oui, à l'installation du nouveau Parlement syrien avec énormément de doutes sur l'évolution de ce régime qui est issu, vous savez, des rebelles islamistes qui ont pris le pouvoir et qui ont déposé Bachar el-Assad, pour deux raisons. D'abord parce que il faut espérer que la Syrie arrive à se doter d'abord d'un gouvernement et d'un gouvernement qui respecte ses différentes minorités, ses différentes communautés, mais aussi parce que s'il n'y a pas de stabilité en Syrie, il n'y en aura pas dans la région, et ça nous ramène à Gaza. Rappelons-nous, c'est une région où tous ces pays se tiennent presque dans un mouchoir de poche. Donc ne rêvons pas, la Syrie, le Liban, Israël, Gaza, c'est le même sujet. Merci Richard. Antoine, on en parlait pour vous cette semaine. Ce qui vous a marqué, c'est la panthéonisation de Robert Badinter. Est-ce qu'on pouvait ne pas du tout la mentionner? C'est quand même difficile de passer à côté. Alors, je suis aussi un peu ému d'en parler parce que je l'ai connu. Alors pas très bien, mais je le croisais. J'ai même eu la chance d'avoir une conversation avec lui. Et il se dégageait quelque chose de lui qui relève pour moi d'une forme de simplicité austère. Et du coup, je m'interroge parce que ça me semble être en totale rupture avec cette espèce de cérémonie grandiloquente. Et je me demande si véritablement c'est totalement lui rendre hommage, s'il n'y a pas une forme de petite trahison de cérémonie la préparée avec la famille, Antoine Bueno. Comment? Cérémonie préparée en accord avec la famille. Oui, peut-être. Peut-être, mais on voit bien ce qu'il y a derrière. Disons que c'est douanes. pas un homme de culte de la personnalité du tout. Merci Antoine, merci à tous les trois. Bien sûr, un dessin de Marie. J'ai pensé à quelqu'un d'autre qui avait envie de remercier Robert Badinter. Elle a la dent dure, notre Marie, ce soir. Merci, chère Marie. C'est l'heure de l'invité de la semaine, Corentin de Châtel-Perron. Bonsoir à vous. Installez-vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 28 minutes. Vous êtes ingénieur de formation et on est ravis de vous accueillir ce soir pour nous présenter l'appartement du futur, celui que vous avez conçu en ville pour qu'il soit complètement éco-responsable, sobre et durable, pour ménager notre planète, bien sûr, et nous en même temps, par la même occasion. Alors, expliquez-nous, c'est quoi l'idée? C'était de limiter d'abord au maximum les déchets, par exemple, ou pas? Alors, c'est plus large que ça. En fait, il y a 2 jours, j'ai présenté la web-série L'appart du futur à des collégiens. Qu'on va voir sur Arte. Oui, c'est ça. Et à la fin, il y a un jeune qui m'a demandé « Mais pourquoi vous faites ça, monsieur ?» Et du coup, c'était un peu la même question. En fait, je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, nos modes de vie, ils génèrent plein de problèmes sur la planète, sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, les ressources, mais aussi des problèmes de pouvoir d'achat, de santé mentale et physique, des problèmes de justice sociale, etc. Et que dans le futur, on ne peut pas garder ces mêmes modes de vie. Et que du coup, ça fait 15 ans que je me pose cette question-là. Et après, il y en a un deuxième qui m'a posé une question, c'est « Mais alors, monsieur, est-ce que ça va ressembler à ça, le futur ?» Et je lui ai dit « J'en sais rien. Mais on est à une époque où il faut se poser cette question-là, de vers quel futur on veut aller. Et ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut mieux aller vers le futur qu'on a testé dans l'appart du futur que celui que propose Elon Musk. Et on en voit des images, Valérie. Et vous avez justement testé un truc super, la cocotte du futur. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, la cocotte du futur? Du coup, alors, pour arriver à cette cocotte du futur, déjà, il faut expliquer qu'on a, pendant 10 ans, cherché partout autour du monde, dans 25 pays différents, plein d'innovations low-tech. Donc des innovations qui répondent à des besoins de base, mais de manière locale, accessible à tout le monde et durable. Et ensuite, donc, on s'est installé dans cet appartement, 28 mètres carrés, et on a demandé à plein d'experts de nous aider, même l'agence spatiale française a collaboré. On travaillait sur la cocotte du futur? Et alors, c'était une école d'ingénieurs qui a bossé sur la cocotte du futur. Et donc, ont émergé plein d'innovations, et dont cette cocotte, qui est un système de cuisson qui divise par 10 la consommation d'énergie,
et alors qui est aussi conseillé par le nutritionniste parce que c'est que des cuissons à l'eau et à la vapeur qui sont meilleures et pour la santé et en même temps qui émettent pas de gaz toxiques dans la cuisine. Oui, parce que vous avez été suivi pour voir si votre santé allait bien hein, aussi, Marjorie, pardon. Marjorie, décidément les prénoms ce soir. Oui, l'une des innovations que je trouve assez fascinante, c'est que vous utilisez l'humidité de la douche pour faire pousser des pleurotes. Est-ce que c'est quelque chose qui est, disons, assez facilement réalisable chez soi ? Parce qu'il faut quand même beaucoup de travail. Oui, il y a un intérêt, clairement. Alors ça, c'est une douche que j'ai adorée. C'est une douche brumisante. Déjà, on se douche dans un espèce de crachin breton chaud. Je ne sais pas si vous connaissez le crachin breton, mais ça mouille bien. Et en fait, c'est un ballon d'eau chaude qui fait que 2 litres, donc ça divise par 15 la consommation d'énergie et par 12 la consommation d'eau. On se brumise, en même temps, ça fait pousser les pleurotes, donc on récoltait plus d'1 kilo de pleurotes par semaine, donc ça économisait aussi de l'argent et nutritivement, c'est intéressant. Et l'eau ensuite s'écoulait via un biofiltre avec des bactéries et allait nourrir 5 mètres carrés de plantation dans la cuisine, donc quand on mangeait, on avait directement des herbes aromatiques, ciboulette, basilic, etc. dans la cuisine. Donc vous pouvez manger des champignons en prenant sa douche, par exemple, aussi, ou pas? Ouais, alors, on ne le faisait pas, mais c'est l'idée, ouais. Et en fait... Catherine Tricot, vous avez une question, parce que votre autre métier, c'est architecte urbaniste. C'est vrai. Et justement, j'ai entendu parler de votre expérience d'une façon un peu ambiguë. Au fond, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez nous démontrer que c'est de cette manière qu'on va se sortir de ce réchauffement climatique et sauver la planète, ou alors c'est simplement une manière de se transformer soi-même et donc de travailler sur ses rêves, son mode de vie et ses affects? Eh bien, les deux, au final. Ah oui? Au final, l'idée, c'est de voir vers quel scénario du futur, quel progrès nous amènerait vers un futur qui est plus sain, plus durable et qui en même temps est désirable. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette expérience qui a duré 4 mois. Oui. On a tout mesuré sur plein d'indicateurs différents pour voir si c'était crédible. Parce que comme je le disais tout à l'heure, nos modes de vie actuels ne sont pas crédibles, on ne peut pas les garder pour le futur. Mais le problème, c'est que comme les gens, en tout cas ceux que je connais, n'ont pas envie de se doucher au brumisateur, de manger des grillons ou d'arroser leurs plantes avec leur urine. Pas vous, mais peut-être que certains, oui. Vous étiez très sceptique quand on en parlait tout à l'heure. Vous avez comme une dénonce. Alors, votre question. Non, mais vous voyez, c'est très sympathique, mais vraiment, concrètement, comment est-ce que ça pourrait participer à l'échelle de cet extraordinaire défi qu'est la transition environnementale? Je ne vois pas. En fait, on s'est rendu compte, parce qu'en parallèle de ça, on a fait tout un programme de sciences participatives et il y a des centaines de foyers en France et à l'étranger qui ont fait des systèmes chez eux, des répliques, pour avoir après toute une étude avec un ergonome, des sociologues et tout ça, pour voir si c'était justement implémentable dans nos vies quotidiennes. Alors, il faut savoir que nous, on se projette en 2050. Donc, ce n'est pas forcément pour maintenant. Mais il y a plein en fait, de choses qui sont faisables dès aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a écrit le livre là, qui montre que en fait, tout ce qu'on peut faire chez soi dès maintenant. Et, alors, il y a le rameur, on peut... parce qu'on va arriver au terme de cette interview, mais est-ce que le rameur, parce que vous avez ramé pour laver votre linge, est-ce que ça, c'est opérationnel assez rapidement? Figurez-vous que c'est un des trucs qui a le plus plu, parce qu'il y a plein de gens qui sont fans de fitness et qui sont fans de cette idée. Voilà, ça c'est pour Antoine Bueno, vous voyez. Et pour nous tous. Mais c'est passionnant. C'est une série qui sera diffusée sur Arte à partir du 15 octobre. Il y a un livre, il y a toutes les recettes justement pour toutes ces astuces. On regardera attentivement. Et voilà, donc on va l'offrir à Antoine Bueno. Pour finir, dire qu'il y a plein de gens qui sont au contraire prêts à tester des choses. Et ce qu'il y a, c'est que tant qu'ils sont seuls, ils se sentent vraiment marginal. Et en fait, quand ils se fédèrent, ils se sentent pionniers. Et des petits gestes, on passe à un mouvement. Et ça, on essaye de les accompagner là-dedans. Et on pense qu'il y a un vrai potentiel. Et vous comprendrez pourquoi il faut avoir des mouches chez soi, notamment. Et ça... C'est du teasing. Alors, Antoine Morel, non, Marie Morel. Alors, les douches avec des champignons, ça fait longtemps que je pratique. Une petite pensée à tous les étudiants précaires et les personnes qui... Merci Marie, merci encore. Et on regardera avec intérêt votre série. Merci à vous, Corentin de Châtel-Perron, d'être venu nous voir. Et on accueille à votre place Frédéric Pommier. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Pour l'histoire de la semaine. Et vous revenez ce soir sur un témoignage clé dans le procès en cours de Cédric Jubilard. Cédric Jubilard, 38 ans, jugé en ce moment à Albi devant la cour d'assises du Tarn pour le meurtre de son épouse Delphine, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, l'été précédent. Elle lui avait annoncé qu'elle souhaitait le quitter depuis bientôt 5 ans. L'accusé clame son innocence. Et mercredi matin, c'est sa mère, Nadine Fabre, qui s'est présentée à la barre, une déposition de 3 heures, entrecoupée de sanglots, durant laquelle elle est d'abord revenue sur l'enfance de son fils. Elle a eu à 16 ans et demi, elle vivait à la rue. Elle a demandé son placement en famille d'accueil, d'où un fort sentiment de culpabilité, la culpabilité de ne pas avoir été capable de s'occuper de lui. Elle l'a récupéré à l'âge de 10 ans,
Mais là encore, fort sentiment de culpabilité parce qu'elle le laissait faire tout ce qu'il voulait, parce qu'elle a baissé les bras et parce qu'elle n'a pas su le protéger de la violence de l'homme dont elle partage toujours la vie. Ensuite, Nadine Fabre a évoqué l'affection qu'elle avait eue pour sa belle-fille, une femme douce, timide et aimante avec ses enfants. Et comment donc était son fils après que sa femme lui a fait part de son intention de divorcer? Là, elle a répondu: ce n'était plus le même Cédric, beaucoup plus virulent, il était impulsif. Puis elle a raconté une scène qui s'est déroulée sur le parking de son travail, moins d'un mois avant la disparition de sa belle-fille. Ce matin-là, Cédric Jubilard vient la voir, elle est en train de faire une pause cigarette, il évoque la séparation, il ne supporte pas l'idée, il parle de Delphine et, avant de fondre en larmes à l'audience, Nadine Fabre a cité les phrases qu'il aurait prononcées: « J'en ai marre, elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera. » Des propos qu'elle regrette aujourd'hui d'avoir considéré alors comme des paroles en l'air, de nouveau culpabilisées. « Je n'ai pas compris la portée de ces mots, dit-elle, je les ai mis sur le ton de la colère et j'ai répondu: arrête tes conneries. Si je les avais pris au sérieux, on n'en serait peut-être pas là. Pas là, autrement dit, pas dans un procès pour meurtre et pour un meurtre sans preuve, sans aveu. Sans corps, on ne sait rien de ce crime. Pourtant, pendant la garde à vue de Cédric Jubilard, sa mère n'a eu de cesse de le questionner. Elle l'a supplié, pratiquement à genoux, de dire la vérité, car au fond, aujourd'hui, seules deux choses lui importent. La vérité, dit-elle, et le bien-être de ses petits-enfants, ou plutôt la vérité pour ses petits-enfants, a-t-elle précisé par la suite dans des interviews pour les JT. Ses petits-enfants, Elia et Louis, qu'elle aimerait voir grandir le plus sereinement possible, même si, dit-elle, leur maman est maintenant plus là et que leur papa est maintenant incarcéré. Devant les caméras de télévision, Nadine Fabre est revenue sur son témoignage, sur cette scène qu'elle a racontée, ces phrases lâchées sur le parking. Oui, elle est consciente que ça va desservir son fils, mais elle a un doute sur son innocence, un fils avec lequel elle n'a plus de contact désormais. Elle n'arrive plus à lui écrire, n'arrive plus à venir lui rendre visite en prison. Il y a de la tragédie grecque dans l'histoire de cette femme, cette mère, cette grand-mère qui se dit donc rongée par la culpabilité. Devait-elle continuer à se taire pour préserver son fils ou parler afin de soulager sa conscience? À la barre, Nadine Fabre a choisi la seconde option. Et son témoignage pourrait être lourd de conséquences. Témoignage à l'issue duquel Cédric Jubilard a été invité à prendre la parole. Il a décliné, rien n'a déclaré. Le verdict est attendu le 17 octobre. Comme chaque jour, Nadine Fabre devait être dans la salle, assise loin du box où est placé son fils depuis le début du procès. Elle s'est installée de l'autre côté du prétoire avec la famille de Delphine, sa belle-fille disparue. Le côté des parties civiles, pas celui de la défense. Merci Frédéric. Un dessin, Marie, s'il vous plaît. Eh bien, c'est un classique de la psychologie, de la psychanalyse. La mère de Cédric Jubilard, rongée par le doute, de toute façon, c'est toujours la faute de la mère. Ouais. Merci beaucoup, Marie. Place à David Castello-Lopez tout de suite, qui refait son intéressant avec cette question en écho à notre invité de la semaine. Peut-on faire pousser du blé avec du pipi? Regardez. Peut-on faire pousser du blé avec du pipi? Le blé, c'est l'un des socles de nos existences. L'ingrédient majeur non seulement de notre pain quotidien, mais aussi des petites chouquettes qu'on mange le soir pour se mettre bien. Le truc, c'est que pour faire pousser du blé, on utilise des engrais, principalement de l'azote, du phosphore et du potassium. Mais ces engrais ont deux inconvénients majeurs. 1, leur production émet énormément de gaz à effet de serre, ce qui est nul. Et 2, ils polluent beaucoup, en particulier les nappes phréatiques, les rivières et les lacs. Mais alors, que faire? Eh bien, on peut utiliser du pipi. Attends, du pipi, vraiment? Mais oui! Intéressant. Le pipi contient naturellement les 3 molécules super que j'ai citées dans l'introduction, de l'azote, du phosphore et du potassium. Et contrairement aux engrais de synthèse, non seulement le pipi est disponible en très grande quantité, mais il est aussi gratuit. En plus, il est performant. Une ONG américaine a ainsi estimé que le pipi d'une personne pendant 1 an contenait assez de nutriments pour faire pousser 150 kg de blé. Alors pourquoi est-ce que tout le monde ne va pas immédiatement faire pipi dans les champs? Eh bien parce que malheureusement ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Déjà, il faut trouver une façon de collecter l'urine. Pour cela, l'une des solutions c'est d'installer des toilettes avec 2 compartiments, comme celle-ci.
Le pipi va ici, le reste va là-bas. Mais c'est assez difficile à mettre en place à grande échelle. Et puis, l'urine est produite principalement dans les villes. Mais si l'on veut fertiliser des champs, il faut l'emmener à la campagne. Mais le pipi pèse lourd et donc c'est cher à transporter. Certes, on peut le déshydrater pour en faire de la poudre de pipi, mais cela consomme pas mal d'énergie. Troisièmement, il est difficile de s'assurer que l'urine ne contient pas des restes de médicaments qui peuvent être nocifs pour l'environnement. Et enfin, beaucoup de gens sont encore dégoûtés à l'idée de manger du pain fait avec du blé au pipi. Beaucoup de gens, mais pas les Français. Selon une enquête conduite dans 16 pays en 2021, 80% des Français se disent ainsi prêts à manger de la nourriture fertilisée à l'urine. Bonjour, je voudrais une baguette au pipi, s'il vous plaît. D'accord, ça fera 1,50 €. Merci. Merci, cher David. Et un dessin pour notre week-end, s'il vous plaît, Marie. Alors, j'ai fait un dessin garantissant IA, 100% bêtises naturelles. Dis l'IA, quand est-ce qu'on va tous cramer? Bientôt, si tu continues de me poser des questions aussi débiles. Ah oui. Sacré IA. Merci pour cette conversation dessinée, Marie. Merci à vous tous, mes amis. Merci aux équipes qui préparent et réalisent cette émission. Et bien sûr, merci à vous pour votre fidélité. Demain, ne manquez pas le Club international de 28 minutes avec l'ami Renaud Dely. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique avec Burger Queen de Placebo. Clin d'œil, Marjorie, à votre steak végétal. Tchuss, bonne soirée.